Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui c'est Salut, Lou c'est qui est à Elsa, mes côtés. embarque Comment avec vas-tu? moi à la découverte d'un Ça va artiste, très bien, et d'un toi? univers, Écoute, d'un ça projet. va, je suis C'est ravie tout de de- suite dans Quand la Tu musique seras est avec bonne. moi aujourd'hui? Moi aussi, Un je suis podcast très Faussa contente. FM. Alors, on va évidemment parler de ton nouvel EP qui s'appelle Scorpio Vénus, qui est disponible depuis quelques jours. Mais avant ça, on va faire un retour en arrière sur ton parcours. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens? Oh waouh, mon premier souvenir lié à la musique. Écoute, moi, il y avait de la musique vraiment partout, et tout le temps chez moi. Je suis partie d'une famille de 5 enfants et avec mes 2 parents qui écoutaient beaucoup de musique. Donc je pense pas que c'est le premier officiellement. Et moi, il y a vraiment ce truc du dimanche matin, quand je me réveille à la maison et que c'est soit du Mozart qui passe, soit du Bachung ou du Gainsbourg, tu vois, ou du Bowie. Ouais. Et ça, je sais pas, j'ai un souvenir incroyable je me vois descendre les petits escaliers à Issy-les-Moulineaux et entendre ça avec l'odeur du café et les tartines grillées, quoi. Et ça, c'est trop bon, quoi. La musique, ça a toujours été important dans ta vie? Ça a toujours été important. Ouais, toujours. Franchement, ça habite ma vie. Et là, même dans mon appart, chez moi, tu vois, j'ai des enceintes dans chaque pièce. La première chose que je fais quand j'arrive chez moi, c'est que je mets de la musique ou mon vinyle. Enfin, voilà, c'est très, très important, ouais. Est-ce que tu as Ça des m'accompagne. artistes que tu écoutes beaucoup en ce moment, par exemple? Alors, j'ai mes artistes que j'écoute tout le temps depuis, franchement, quasiment toute petite, je peux dire. Ça serait l'album de Lauryn Hill, de Miss Education, Mhm. Radiohead, tous, tous. L'album de The Cardigans, Gran Turismo. Ça, c'est vraiment les albums que je pense que j'écoute vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Air aussi, j'écoute vraiment tout le temps. Ça me nourrit tout le temps. Et après, dans les artistes un peu plus modernes, on va dire, je crois que clairement, les artistes, le groupe français que j'écoute tout le temps, c'est La Femme. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas une chanson d'eux que j'aime pas ou je sais pas, ils me font trop partir loin, que ce soit musicalement ou dans les paroles. Enfin, je les trouve super justes et j'adore leur énergie. Et ça, ouais, vraiment, ça, La Femme, j'adore. J'aimerais trop bosser avec eux d'ailleurs. Et après, alors je vais pas te mentir, mais Rosalia, j'écoute tout le temps aussi, hein. Très J'écoute fort vraiment aussi. tout le temps. Ouais, j'adore. Et pareil, je crois qu'il y a pas un aspect de son projet que j'aime pas, quoi. C'est vraiment, tout est ouf, je trouve. Et toi, quand tu aimes un artiste, tu nous as évoqué quand même pas mal d'artistes qui ont une identité, que ce soit dans la musique, mais aussi Ouais. visuelle, la manière dont ils Ah s'habillent. ouais. Enfin, c'est des artistes où il y a une DA qui est complète, quoi. Complètement. Bah, en fait, c'est vrai que quand j'aime un artiste ou une artiste, c'est un peu tout l'univers aussi que l'artiste va nous apporter. Mm. Tu vois, dans lequel tu peux rentrer parce que tu t'attaches aussi à la personne. T'as besoin enfin, moi, c'est vrai que quand je suis touchée par quelque chose, c'est aussi parce que je ressens les émotions de l'autre. Et c'est vrai que, ouais, c'est pour ça que j'adore Bowie aussi. C'est sa façon de s'exprimer en interview. C'est sa façon de s'exprimer avec ses habits, avec ses make-up, ses coiffures, et puis sa musique évidemment. Mais c'est vrai que c'est un tout, je trouve. Et je pense que oui, ces artistes, moi, ils m'inspirent énormément. Et c'est comme ça aussi que j'ai envie de m'exprimer. C'est vrai que ça me touche moins même si ça peut être super, hein, mais des artistes qui sont juste interprètes. C'est vrai que moi, ça va moins m'atteindre Oui, tout de suite. il y a peut-être une partie d'eux qu'on voit pas ou qui montre pas, du coup. Bah, c'est ça. Il y a un truc enfin, ouais, moins personnel, Mm. je pense. Et c'est vrai que c'est ça qui me touche, moi, personnellement. Et du coup, pour en revenir à toi, justement, à 6 ans, tu intègres le conservatoire, à la fois pour la musique et aussi pour la danse. Ouais, exactement. C'était le package. En fait, j'ai eu la chance d'avoir J'étais à Issy-Moulineaux, j'ai grandi à Issy-les-Moulineaux, Mhm. dans le 92. Et j'avais la chance d'avoir un conservatoire et aussi, je faisais donc partie d'une grande famille, une famille nombreuse, qui fait qu'on avait aussi la carte famille nombreuse qui permettait d'avoir
des prix sympas, en fait, du coup, parce que bon, c'est cher tout ça, et on était 5 enfants. Et du coup, j'ai eu la chance de faire danse classique, solfège, piano. Il y avait la chorale, mais j'aimais pas trop la chorale, bizarrement. Du coup, j'y allais pas. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Mais ouais, non, c'était incroyable. Et alors, c'était incroyable à tout niveau, hein, parce que c'était très, très dur aussi. J'ai loupé beaucoup de choses aussi dans voilà, des anniversaires, des goûters d'anniversaire, des trucs comme ça. Bah, en fait, samedi après-midi, bah, j'étais au conservatoire. Le mercredi après-midi, j'étais au conservatoire. Donc, ça faisait partie intégrante de mes journées. C'était très, très dur. Il y avait beaucoup de travail. Donc, voilà. Mais ça t'apprend la rigueur. Et voilà, après, ça te bloque aussi sur pas mal de choses. Moi, j'ai été bloquée sur la compo, Mm. beaucoup sur, en fait, comment je m'exprimais moi. Parce que, évidemment, quand tu apprends le piano, tu apprends sur des partitions du Bach, du Chopin. Mais on t'apprend pas à t'exprimer toi. Donc, ça, je l'ai appris plus tard, toute seule. Et qu'est-ce que tu as appris au conservatoire dont tu te sers encore aujourd'hui? Euh, Bah déjà, j'ai appris à faire de la musique tout court parce que sans ça, je sais pas si j'aurais pu. Enfin, je pense pas, j'aurais pu faire ce que je faisais là parce que, enfin, moi, je fais pas partie d'une famille de musiciens ou quoi. Donc, c'est même si on écoutait de la musique tout le temps, il y avait ça vraiment partout, partout à la maison. Et personne faisait vraiment de la musique. Bon, ma mère, elle gratouillait un peu à la guitare, mais voilà, c'était pas quelque chose que j'aurais pu apprendre autour de moi. Et bah, c'est vrai qu'avec tous mes frères et sœurs, du coup, on allait au conservatoire et je pense que ça a fait une espèce d'énergie, d'énergie tous ensemble. Mais ouais, sans ça, je pense que bah, j'aurais peut-être pas mis mes mains sur un piano. Euh, la danse, bah, j'ai fait de la danse classique, donc ça, pour le coup, c'est vraiment des bases incroyables. Mais en fait, pareil, en fait, la danse classique, tu vois, c'est des trucs qui sont hyper scolaires, hyper cadré, même dans tes vêtements, dans ta coiffure, etc. Et après, moi, j'ai commencé à découvrir la danse plus street, donc le hip-hop, le street jazz. Là, je fais même du heels maintenant. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à lâcher prise parce qu'en danse classique, par exemple, tu es plus sur la rigueur et sur comment faire bien tes gestes au début. Et après, alors que hip-hop, tout ça, c'est plus il faut que tu aies le flow et après, tu rajoutes tes gestes et tu les travailles, tu vois. Donc c'est vraiment, et c'est pareil pour le piano. C'est sur du Chopin, bah, tu travailles ton doigté, ton port de main, tout ça, et après tu rajoutes ta patte. Tu vois, alors qu'en compo, bah, faut plus se lâcher prise et t'écouter, et après tu précises tout ça, etc. Donc ça, c'est vraiment la transition qu'il y a eu entre les deux, mais voilà, oui, ça m'a appris à faire de la musique, tout court, je pense. Et la rigueur et le travail. Est-ce que Acharnement aussi. Ah ouais, bah c'est sûr que dans ce métier, Ouais, il en faut de l'acharnement. ouais, ça c'est vrai. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu as un souvenir d'une scène en particulier que tu as fait pendant le conservatoire? Ouais, ouais, il y en a plein. Ben, on faisait beaucoup de. Alors déjà, il y avait les spectacles de fin d'année, ça c'est sûr. Je crois même qu'on en faisait 2 par an. Et il y avait les auditions. Il y avait les auditions, c'était 2 fois par an aussi. Alors du coup, les auditions, c'est pas des super bons souvenirs parce que c'était vraiment, c'était dans l'auditorium qui me paraissait énorme, forcément quand j'avais 7-8 ans. Ce truc qui est énorme, c'est la scène, tu vois, et t'avais les jurys qui étaient tout en haut des gradins. Hmm. Et je sens que tu devais saluer, tu devais faire semblant de remettre ton siège. Et c'était très, un peu austère, quoi, comme ambiance. Et tu devais faire ton morceau de piano comme ça que tu avais bossé depuis 2 mois. Donc ça, c'était assez particulier. Après, bah, c'est vrai que tu fais ça, t'as plus peur de la scène, quoi, parce que tu arrives toute seule à 7 ans avec 3 personnes qui ont 5 fois ton âge et qui sont censées te juger. Ouais, du coup, tu t'habitues à plus trop avoir peur du jugement et à faire ton truc. Par contre, après, ouais, les spectacles de fin d'année, c'était incroyable. Bah, moi, au piano, bah, du coup, il n'y avait pas d'orchestre. Et je sens mon frère faisait du violon et il y avait les orchestres, c'était incroyable. Et du coup, pour les scènes au conservatoire, pour moi, personnellement, ça va plutôt être la danse. Où on faisait des spectacles de dingue et les fois où ta prof te met sur les premières lignes, t'es trop contente et c'est dingue. Et t'as tes premiers costumes, tu fais tes premiers maquillages, tes premiers chignons, machin, et c'est dingue. C'est dingue.
Mais ça, enfin, je suis trop contente d'avoir pu faire de la scène dès toute petite. Et j'adore ça en plus. Oui, ça donne une forme de confiance que... qui est plus facile à avoir quand on est enfant que quand on est adulte. Ouais, bah complètement. Quand t'es enfant, je pense que les choses s'intègrent plus vite et t'as moins peur. Mm. Enfin, tu vois, c'est même quand t'es enfant, tu vois, t'as moins peur, tu te rends moins compte du danger ou des choses, tu vois, que adulte, tu ferais plus. Et je pense que la scène, c'est pareil, t'es tellement un peu plus naïf et inconsciente que tu vas à fond, t'es trop, trop contente d'être là, quoi. Donc, tu te rends pas compte de, on va me juger, machin. T'as juste peur un peu de faire de la merde, je pense. Oui. Mais t'as pas vraiment peur qu'on te juge, je crois. Je continue un peu à faire ton parcours et du coup, en lisant un peu ta bio, j'ai vu que tu avais travaillé dans la mode. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus? Parce que tu as fait quand même plein de choses dans ce domaine-là aussi. Ah oui, oui, bah on va dire que c'est mon métier premier, hein. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes études et je suis partie à la fac. Sauf que moi, la fac, voilà, je me faisais clairement chier. Et je me suis barrée en licence 2. J'étais en éco à la Sorbonne. Je me suis barrée en licence 2 parce que je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de faire ça de ma vie. J'ai envie de faire une école de théâtre. Donc, en fait, je suis partie, j'ai travaillé chez American Apparel, mais en tant que vendeuse. Mhm. Et bref, j'ai fait mes études enfin, j'ai fait des stages de théâtre dans plusieurs écoles de théâtre et j'ai commencé à rentrer au cours Florent, euh, un peu en cachette, hein, au début. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, forcément, j'avais les cours, mais il fallait que je paye mes études parce que bah, c'est moi qui ai tout, qui est en charge. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler chez American Apparel et de là, en fait, moi, j'ai toujours trop aimé la mode et en fait, j'ai commencé à bosser avec les merchandisers, tu sais, ceux qui font toutes les vitrines avec les looks, etc. Je commençais à travailler comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un de chez Acne Studios. Je sais pas si tu vois cette marque, Oui. une marque suédoise que j'adore. Et en fait, ils m'ont proposé d'être habilleuse au début pour les showrooms qui se passent pendant les Fashion Week, en gros. Et en fait, j'ai commencé comme ça une première saison de Fashion Week juste à habiller les mannequins. Et en fait, à partir de la deuxième saison, ils m'ont dit, bah, en fait, tu vas venir avec nous à Milan et vas-y, bah, tu vas commencer à prendre en charge le showroom, à commencer, bah, en fait, quand je dis prendre en charge le showroom, c'est que tu commences à un peu gérer bah, la scéno du showroom, commencer à faire le choix des mannequins. Tu travaillais avec Acne, c'était hyper intéressant. Tu travaillais aussi avec un espèce de gros DA qui matchait le choix de la nourriture pour les clients qui venaient avec la collection. Tu avais trop de trucs. Et en fait, j'ai commencé à bosser comme ça. Après, je suis partie en showroom manager, showroom backstage et tout. Enfin, c'était trop bien. Franchement, c'était génial. Je faisais les looks, je faisais le stylisme. Après, j'ai bossé pour une autre marque qui s'appelle Christopher King, qui est une marque anglaise. Génial aussi. Pareil, je faisais à peu près la même chose. C'était vraiment de la prod, du stylisme et vraiment beaucoup, beaucoup de choses parce qu'en fait, dans la mode, souvent, et surtout pendant les Fashion Week, tu fais beaucoup de choses en même temps. Oui. Euh, et après, donc ça a duré quand même pas mal de temps. Ces deux choses-là, c'était génial. Franchement, moi, j'adore. Et après, j'ai bossé en bureau de presse pour un bureau de presse qui s'appelle Lucien Pagès. Mhm. Et ça, j'étais plutôt côté presse, du coup, donc c'était hyper intéressant aussi. Là, j'étais plutôt en lien avec les stylistes de magazines comme, je sais pas, le Vogue, le Elle, tout ça. Et j'étais avec ces personnes-là pour faire les looks pour les éditos. Ou après, tu avais les looks pour les VIP, qu'on appelait les VIP, du coup, Mm. c'était les stars. Euh, voilà, enfin, il y avait beaucoup de choses. Là, je te fais le schéma en gros, mais ouais, j'ai beaucoup travaillé dans la mode et j'adore ça et ça fait vraiment partie aussi intégrante de, de ma vie. Et du coup, à quel moment tu te dis, finalement, en fait, c'est la musique que je veux faire dans ma vie? Eh bien, j'ai toujours fait les deux en même temps. Ok. Pour le coup, parce que quand j'ai commencé à travailler sur mon premier EP, bon, c'était plus pendant le confinement, donc c'était un peu plus calme. Euh, mais par exemple, quand j'étais en bureau de presse chez Lucien Pagès, c'est le moment où j'ai sorti le premier EP, je réalisais mes clips en même temps, je faisais la promo, il y avait plein de trucs.
Et en fait, j'étais vraiment en temps plein là-bas, j'étais en CDI, quoi. Et je rentrais chez moi et en fait, j'appelais ça ma double journée, ma double vie. Et en fait, je bossais sur mon projet et le week-end, bah, je sais pas, je tournais mes clips, je faisais les promos, les machins. Et donc ça a duré longtemps quand même. Ça a duré presque un an. C'était très fatigant. Ouais. Euh, mais en même temps, c'était avec toute passion et grand plaisir que je le faisais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'étais un peu épuisée, quoi. Je me suis dit, bon, là, va falloir stopper. Donc, je me suis dit, je vais reprendre mon travail en freelance, parce que j'avais toujours travaillé en freelance. Je vais arrêter le CDI, c'est génial. Je gagne de l'argent comme j'ai jamais gagné de l'argent. Mais en fait, personnellement, je m'en fous. Mm. Je préfère là me prioriser moi, mon énergie et mon projet. Donc, je me suis dit, je vais quitter le bureau de presse. Et en fait, j'ai pris cette décision dans ma tête. J'ai préparé ma petite lettre pour l'envoyer. Et en fait, là, je me rappelle, je pars chez un ami à la montagne. Et je regarde jamais mes messengers parce que je n'ai pas les notifs, rien. Et en fait, je suis dans le train et je me dis, tiens, je vais faire un tri. Un peu, je vais regarder un peu tous mes messages et tout. Et là, je vois qu'on m'a envoyé un message vraiment il y a, je sais pas, 15 minutes, quoi. Et je vois un message de Céline, de À gauche de la Lune, qui est une agence de booking, Mhm. qui me dit coucou Louve, je t'ai vu sur le prix Pernod Ricard. Est-ce que tu serais OK pour passer une audition pour être chanteuse et claviériste sur la tournée de Kid Francescoli? On est intéressé par ton profil, etc. Ouais. Moi, je vois ça, je fais waouh, j'ai jamais été musicienne pour quelqu'un d'autre, ni chanteuse pour quelqu'un d'autre. Mais franchement, let's go. Moi, j'adore dire oui. J'adore dire oui et me lancer dans le truc et faire jusqu'au bout et me dire que bah, si après ça marche pas, bah, de toute façon, j'ai toujours le choix de dire non. Mais j'ai jamais envie de laisser passer des choses. Voilà, on sait jamais. Donc, je dis oui avec un peu la boule au ventre en me disant, oh là là, je suis pas du tout légitime de faire ça, blablabla, après, on connaît. Girls, quoi. C'est ça. Et c'est ça. Et en fait, j'arrive à la montagne et tu vois, il y a un mood hyper bah, montagne, c'est dans la nature. Moi, ça m'énergise beaucoup, tu vois. Ça me remplit mes batteries d'être dans la nature et tout. Et je me dis, c'est bon, quoi. One life, let's go. Donc, je passe un appel avec eux. Elle me dit, oui. Donc, on était le samedi, hein. Elle me dit, oui. Du coup, l'audition est mardi à genre 11h, un truc comme ça. Et il faudrait que tu apprennes 4-5 morceaux. Et moi, je dis, ouais, ouais, carrément. Ouais. Sauf que moi, je suis à la montagne. Ouais. Je suis à la montagne et je rentre le lundi. Et je rentre le lundi matin et moi, le lundi, je bosse. Et le mardi, je bosse. Parce qu'en fait, je suis encore là, à ce moment-là, je suis encore en CDI dans le bureau de presse. Mm. Et je dis oui, 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 oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'espère que le bureau de presse va pas entendre ça, mais en fait, je suis arrivée le lundi matin et j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'ai fait semblant d'être malade. Ouais. J'ai eu un arrêt maladie le lundi et j'ai travaillé toute la journée et toute la nuit. Et je suis arrivée à l'audition le mardi et en fait, j'ai fait l'audition et ça s'est super bien passé. Et en fait, j'ai été prise sur cette tournée et cette tournée, elle a duré presque 8 mois, je crois, en tout avec la résidence et tout. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Je me suis cassée et j'ai fait. En fait, je suis partie du bureau de presse 4 jours après. Je crois que j'étais à Annecy pour ma résidence. Truc de ouf. Donc, truc de ouf. Et en fait, tout s'est enchaîné et ça s'est fait. Enfin, c'était vraiment waouh. En fait, dans ma tête, j'ai décidé de partir. Et en fait, je reçois ce message alors que je vais jamais sur Messenger. Et puis, enfin, tu sais, il y a tout qui s'est, qui s'est, Qui s'aligne. qui s'accumule, ouais, qui s'aligne comme ça. Et tu vois, moi, je crois trop au truc de la loi de l'attraction, aux choses que tu manifestes et tout. Et en fait, tu vois, j'ai trop l'impression que c'était ça, là. Ouais. Et c'était dingue. Et depuis, bah, j'ai pas. Après, j'ai eu mon intermittence. Après, bah, j'ai recommencé à faire des petits tafs là pour pas payer mon loyer de parisienne, hein, quoi. Voilà. Mais tu vois, je suis pas. Depuis, c'est cool, quoi. Donc, je suis contente. Et comment ça s'est passé du coup de... Parce que c'était la première fois que tu accompagnais quelqu'un, toi, au clavier, Ouais. tu l'as dit? Ouais, c'était. Bah, écoute, moi, pour être en confiance, j'ai besoin de beaucoup travailler. Mhm. Donc, j'ai juste beaucoup travaillé. Et après, ça a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est la première fois que je faisais une résidence aussi. C'est hyper intense. C'était pendant une semaine. On a enchaîné la première date qui était à Lyon.
donc dans une grosse salle et tout, direct après la résidence. Et bah écoute, ouais, c'était particulier. Il fallait que j'apprenne aussi moi, j'adore la scène, par exemple. J'adore prendre. C'est vrai que sur scène, c'est le seul endroit où je me permets de prendre ma place, de prendre la lumière entre guillemets, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que là, il fallait que j'apprenne à être plus calme, à être plus low profile. Enfin, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris énormément de choses. C'était hyper intéressant. J'ai adoré. Après, ouais, il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été toujours facile, mais forcément en 8 mois. Mais, euh, mais non, si c'était à refaire, je le referais, en tout cas. Tu vois, c'est aux États-Unis, le Mexique. J'ai joué au Vietnam, qui est mon pays d'origine, et au Mexique, qui est mon pays de cœur. Et les États-Unis, qui est clairement un rêve, je pense, pour tout musicien, de faire ça en tourbus. Ouais. Franchement, je peux pas. Enfin, c'était dingue. Ouais, j'avoue que pour le coup, première chose incroyable. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. On en a parlé tout à l'heure de l'univers artistique de manière très diverse pour les artistes que tu écoutes et que tu as évoqués Mm. qui t'ont accompagné, qui t'accompagnent toujours d'ailleurs. Et Ouais. est-ce que finalement le fait d'avoir travaillé dans plusieurs domaines comme ça, la mode, avoir fait des tournées, comme tu l'as dit, au niveau mondial, Mm. tout ça, est-ce que toutes ces expériences-là t'ont permis de travailler ton univers artistique? Alors, la mode, je pense que oui, c'est évident. De toute façon, je pense que ça fait aussi partie du projet Louvre. Hmm. J'y mets beaucoup d'importance euh, sur le stylisme, etc. Euh, je pense que même en direction artistique, vu que j'ai regardé beaucoup de choses, enfin dans la mode, ça c'est une grande place aussi, l'image, la DA, etc. Donc ouais, je pense que je me suis évidemment nourrie de tout ça. Après, il y a beaucoup d'autres choses, tu vois, il y a tout le cinéma, les livres, enfin, tout ce qui est artistique en fait qui me nourrissent. Après, par exemple, la tournée, je pense pas. Euh, je, je sais pas, je crois pas la tournée. Après, le fait d'avoir voyagé, euh, je pense que ouais, ça c'est sûr. Pas forcément, tu vois, de voir comment les autres, enfin d'être même aux États-Unis, tu vois, il y avait un truc qui m'avait marqué moi, genre à Los Angeles, ouais, plutôt dans ce coin. Ouais. Des gens qui en fait s'en foutent un peu comme de comment ils s'habillent, tu vois, ils sont hyper lookés et tout, mais c'est pas un truc de genre pour montrer comment ils sont lookés, tu sens que c'est vraiment genre ce matin ils se sont dit ah je suis dans un mood comme ça, vas-y j'ai envie de m'habiller comme ça. Et Ouais. ça je sais pas, ça m'avait trop marqué et je pense que moi ça m'a donné encore plus un lâcher prise sur ma façon de m'habiller, en tout cas quand je suis à Paris. Parce que c'est vrai qu'à l'étranger, moi je me permets toujours plus de choses. Et en fait, quand je suis revenue de cette tournée, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai envie de faire ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de mettre un chapeau de cow-boy là à Paris, en fait, je le mets. C'est pas grave, quoi. Hmm. Tu vois, bon, après, j'ai dit un chapeau de cow-boy, c'est pas un truc extraordinaire non plus. Mais enfin, ouais, c'était un exemple. Mais ouais, du coup, bah, forcément, je pense que ça m'a nourri. Je pense que tout te nourrit dans, dans ta DA, même tes rencontres. Ouais, tout, je pense. Ouais, parce que c'est vrai que quand j'ai regardé ton projet, même depuis ton premier EP, Mm, j'avais clairement l'impression que les tenues que tu choisissais étaient aussi importantes que les mm, mots ou les notes que tu avais pu penser et réfléchir. ouais. J'avais même l'impression pour toi que, enfin, avant même de savoir que tu bossais dans la mode, tu vois, que c'était un Mm. peu ton empowerment, quoi. Allez, complètement. 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 En fait, pour moi, Louvre, c'est pas un projet juste de je suis chanteuse. C'est vraiment, en fait, j'y mets tout ce que j'aime dedans. Ouais. Tout ce que j'aime et tout ce qui me fait vibrer et tout ce qui m'habite. Donc, évidemment, la musique, les notes, les paroles, mais tu as aussi tout cet univers visuel, comme ce que tu me disais en fait tout à l'heure pour les autres artistes, Mm. tu vois, que moi que j'adore. Mais ouais, bah forcément, tes tenues, elles vont accompagner. Ça va être un autre élément pour exprimer ce qui se passe dans ta musique. Euh, les clips, le fait que je les réalise, bah, la lumière, ce que je vais choisir, les lieux, la déco, la scéno, bah, Ouais. ça va être encore un autre. C'est des matériaux en fait
qui vont être, enfin, utiles, j'aime pas ce mot parce que c'est pas utile, mais qui vont servir à être encore un autre moyen d'expression euh, pour exprimer la musique, les paroles, les notes et qui vont s'accompagner et s'additionner entre eux, quoi. Mm. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Si, puis après, même des fois, le niveau visuel, que ce soit la photo ou les clips, ça permet aussi, ouais. puisque on sait tous que dans une chanson, il y a pas qu'une lecture, il y en a deux, voire même parfois trois. Ah ouais, grave. Et du coup, ça accompagne aussi une autre lecture, je trouve. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, j'essaye aussi de me dire toujours, faut pas trop que j'influence. Mm. Parce que j'aime bien quand les auditrices et auditeurs, bah, ils interprètent aussi les chansons. Mais c'est vrai que du coup, plus tu as trop d'images et d'explications, etc., moins c'est facile que les personnes Se projette. se projettent et prennent le morceau pour eux. Mm. Mais ouais, en tout cas, c'est un peu obligé. C'est une extension, en fait. Ouais, ça, c'est une extension des paroles et du morceau. Et c'est vrai que bah, souvent, j'ai des images déjà dans ma tête. Pas Mm. quand j'écris, mais tu vois, à partir du moment où, par exemple, la musique va commencer à avoir une structure, être un peu plus construite, etc. Tout de suite, je commence à avoir des images, à avoir des choses. Et ouais, tu parlais aussi d'empowerment. Putain, j'ai du mal à le dire. C'est hyper dur à dire. Euh, ouais, empowerment. Voilà, si tu fais l'accent, c'est déjà plus facile. Et, euh, et c'est vrai que ce truc de tenue, bah, ça donne de la force, ça donne une puissance. Et c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, j'aime m'habiller par rapport à mon état d'esprit du jour, etc. Et c'est vrai que quand je me sens bien dans mes fringues, Mm. bah, tout de suite, je suis plus en confiance, quoi. C'est une évidence. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais moi, je sais que ça me donne une espèce de liberté, un truc d'expression. Tu vois, si j'ai des couleurs, bah, tu vois, c'est un truc qui va plus paraître, tu vois, comme une ouverture d'esprit. Tu vas être ouverte aux gens. Si t'es plus en noir, tu vas plus être en mode, ouais, je suis, enfin, je sais pas, tu vois, ça va te mettre un mood et c'est un moyen d'expression aussi qui donne de la force Ouais. grave. Et c'est pour ça que mes tenues de scène aussi, j'ai vraiment besoin. Souvent, je suis très stressée à partir du moment où enfin, avant d'avoir ma tenue de scène. Et vu que souvent, c'est dernière minute parce que bah, souvent, tu fais des emprunts, des euros de presse, etc. Je peux pas les récupérer un mois avant, quoi. Mais souvent, avant d'avoir ma tenue, ça me stresse beaucoup. Et à partir du moment où je l'ai, euh, je- que je sais comment je vais être habillée, que je sais comment je vais me sentir, etc. dans cette tenue, tout de suite, tu Mm. te projettes. Et je me sens tout de suite rassurée, quoi. Oui, parce que c'est une partie entière Mm. de ta DA. Donc forcément, une fois que tu l'as, une fois que tu l'as essayé, une fois que tu sais que ça rend Ouais, exactement comme tu veux, c'est ça. t'es rassuré, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Mais malheureusement, je peux jamais les choisir Oui, trop à l'avance. oui. Parce que bon, voilà. Il y a les avantages et les inconvénients. Ouais, c'est ça. Tu l'évoquais tout à l'heure, en 2021, tu sors ton premier EP qui s'appelle Ultra Mm. Chaos. Un Mhm. EP dans lequel tu parles plus de tes émotions. En tout cas, tu parles beaucoup de tes émotions. Ouais. Est-ce que c'était un besoin de parler de tes émotions? Ouais, complètement. En fait, à ce moment-là de ma vie, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des choses personnelles, enfin beaucoup de choses personnelles en fait, des bouleversements, etc. Et c'est vrai que c'est un moment où j'étais très j'ai fait beaucoup d'introspection de moi-même. J'ai appris à me connaître Mm. beaucoup et je me suis rendu compte de beaucoup de choses qui se passaient depuis toute petite dans ma vie. C'est que c'est ce truc qui est devenu un peu à la mode, ce mot-là, mais c'est d'hypersensibilité. Ouais. Et en fait, j'ai appris, en fait, au lieu de combattre toutes ces émotions qui étaient bah, ultra intenses tout le temps, en fait, c'est que tu vois, en une journée, de passer d'un truc où je ressens énormément de mélancolie qui prend, mais vraiment, tu sais, ça prend tout mon corps, quoi. Et puis après, je ressens énormément d'amour, et puis après, je suis très en colère, et puis je peux être très, très triste, et puis il y a quelqu'un qui va me dire un truc qui va me mettre en joie, tu vois, et c'est très fatigant. Mm. Mais en fait, le truc, c'est que enfin, si t'es comme ça, en fait, c'est encore pire de combattre ces trucs-là. Donc, en fait, il faut juste apprendre à vivre avec. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre, en fait, bah, que je ressentais ça, etc., j'avais trop besoin d'en parler.
Mm. Et c'est vrai que c'était très difficile tu sais, c'est les genres de trucs, tu peux en parler, mais ça fait un peu pitié, quoi, de dire, ouais, moi, je suis hyper sensible, je ressens trop de trucs. Tu sais, c'est un peu, bon, maintenant, un peu plus, je trouve. Mais c'est vrai que c'est un peu ce truc où ça fait un peu pitié, quoi. Exprimer ça, c'est pas vraiment un sujet, tu vois, c'est comme enfin, c'est des choses un peu invisibles, euh, qui sont compliquées à exprimer. Et du coup, c'est vrai que naturellement, il y a eu ce truc où j'ai eu envie de parler de toutes ces émotions et d'en faire enfin, j'allais dire d'en faire un concept, mais c'était pas prévu à la base du tout, hein. Ça s'est fait naturellement. Et ouais, c'est vrai que bah, du coup, Ultra Chaos, qui correspond à toutes ces émotions-là, c'est, c'est tout ça, ouais. C'est plein d'émotions intenses que j'ai voulu exprimer là-dedans. Et dans cette EP, en plus, tu fais tout. Tu composes, tu écris. Est-ce Ouais, que c'est important pour toi de t'impliquer complètement dans chacune de tes musiques? ouais, ouais, parce que je pense que tu vois, je pense que j'aurais pas l'impression enfin, déjà, ça se fait naturellement. Euh, et je pense que inconsciemment, il y a peut-être un truc où je me sentirais pas encore une fois, légitime. Tu vois, j'aurais pas l'impression qu'elles m'appartiennent, euh, ces chansons. Et moi, j'ai vraiment ce truc-là de truc de nul, hein, mais de syndrome de l'imposteur. Tu vois, même parfois, c'est mes chansons. Et je sais ce que j'ai fait dessus, tu vois, et je suis vraiment en mode, non, mais c'est pas moi qui ai fait ça, tu vois, j'ai été trop aidée et tout. Et c'est fou. Mais voilà, et après, bah, forcément, naturellement, je pense que ça se fait comme ça. Après, voilà, je pense que plus le projet va grandir, moins je vais pouvoir aussi tout faire. Hmm. Mais c'était les débuts aussi. Euh, et j'étais un peu obligée de faire ça comme ça, en fait, de toute façon. Il y a aussi Victor Callard qui était à tes côtés pour la compo. Comment est-ce que vous avez travaillé Ouais. tous les deux? Euh, alors, ça s'est passé. Alors, je sais pas je sais plus si on en a parlé, mais j'avais un collectif qui s'appelait La Tendre Meute Non, on que n'a pas j'ai parlé. monté. Je l'ai monté juste après, en sortant des cours Florent. Ok. Donc c'est un collectif où c'est des performances théâtrales. En gros, je suis sortie de l'école et je me suis dit, ok, j'aime sortir, faire de la musique, j'aime jouer, j'aime danser. Hop, on va tout réunir. Donc en fait, c'était des performances théâtrales qu'on jouait dans des lieux, dans des clubs, dans des endroits comme le Bus Palladium, tu vois, la Bellevilloise, où c'était la teuf en fait. Mhm. Et bref, on faisait ça et en fait, naturellement, et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à chanter, hein, d'ailleurs. C'est que en fait, j'ai commencé à chanter et que j'ai commencé à recomposer d'ailleurs. Et j'ai fait ça en tant que comédienne. Donc, j'avais pas peur de dire oui, je suis chanteuse, du coup, faut que je fasse tout parfaitement. Il y avait ce truc de barrière de comédienne où du coup, je faisais très au feeling, etc. Et en fait, Victor, qui avait son projet qui s'appelle Laid, il vient me voir parce qu'en fait, on avait travaillé ensemble sur un court-métrage qu'on avait fait pour la Tendre Meute, qui s'appelle Narcissique. Faut toujours voir d'ailleurs. C'est avec un de nos textes. Bref, et il m'a dit ouais, j'aimerais bien que tu poses ta voix sur un de mes morceaux. Et je fais mais pas du tout, moi je chante pas. Il me fait bah, en fait, tu chantes tout le temps sur scène, donc si tu chantes. Et je fais mais non, mais je suis comédienne, je suis pas chanteuse. Il me dit bon, viens en studio, voilà. Et en fait, je vais en studio et évidemment que j'ai adoré ça et j'ai commencé à composer les mélodies, à écrire avec lui, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait déjà son petit nom sur la scène électro et il me dit, bah, en fait, je suis bookée pour aller jouer au Marvelous Island, qui est un gros festival d'électro. Et il me dit, bah, j'aimerais bien que tu viennes chanter tes trois tracks, quoi. Et je dis, oula, ok. Marvelous Island, c'est un énorme festival électro. J'étais la seule chanteuse. J'y vais. Et en fait, c'était trop bien. Ça s'est trop bien passé, j'ai adoré évidemment. Et en fait, après, il me dit ouais, vas-y, viens, faire un EP quoi. Je dis mais comment ok, ok, d'accord, vas-y, let's go. Et en fait, on est en studio ensemble. Et moi, je découvre le studio, je découvre Ableton Live, je découvre la prod, je découvre comment on fait de la musique hors juste d'un piano quoi. Mm. Et je connaissais pas tout ça. Et c'était incroyable. Et en fait, du coup, on a commencé à faire je crois,
les 6 morceaux du premier EP. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment des maquettes. Euh, Vraiment maquette, quoi. Et en fait, lui, c'est cassé à Berlin pour faire de la musique. Et je me suis retrouvée avec ces 6 morceaux, un peu toute seule. Et moi, je connaissais personne. Vraiment, je connaissais personne dans la musique. Et en fait, moi, je sortais d'une grosse période assez douloureuse familiale. Il y avait ça. Et je me suis dit, bon, ok, bah, je vais me barrer au Mexique. Je vais me barrer au Mexique. Je suis partie au Mexique toute seule pendant un mois et demi. Ouais. Et en fait, je suis revenue avec un mindset de guerrière, clairement. Et je me suis dit, bon, je connais personne. Mais en fait, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, vas-y. Et je me suis dit, là, mon morceau préféré, il s'appelle Sanguine. Il n'est pas mixé, il n'est pas masterisé. Je crois que je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de réaliser un clip. Donc, j'ai fait une campagne de crowdfunding. Et en fait, j'ai écrit mon premier clip et je l'ai réalisé, mais comme ça, vraiment de façon très naïve au culot. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi. C'est le fait de rien connaître. Mm. Tu vois, donc de pas avoir peur ben normalement ça se fait comme ça, tu peux pas sortir un son non mixé, non masterisé, mais là j'ai sorti une maquette, tu vois. Alors quand j'y pense maintenant, mais jamais je referai ça. Et j'ai tourné un clip sur une maquette. Et en fait, j'ai fait ça. Donc là, je l'ai supprimé de YouTube il y a pas très longtemps parce que je me suis dit, bon, là quand même, voilà, mais il était trop bien ce clip en vrai. Et, euh, et en fait, de là, j'ai sorti ça sur mon Insta. À l'époque, il y avait encore mon vrai prénom, mon nom de famille. Enfin, c'est vraiment. J'ai dit, ouais, j'ai un projet, il s'appelle Lou. Voilà, bah, welcome to Sanguine. Et en fait, le truc a fait trop marcher. Et j'étais, waouh, ok. Et en fait, de là, j'ai rencontré Danny Terreur, Ouais. que j'ai rencontré. Et en fait, lui, en fait, je l'avais rencontré à la base parce que j'avais aidé une de mes super amies qui avait réalisé son clip et je l'avais aidé à faire la déco et la scéno dans mon ancien appart d'ailleurs. On avait tourné dans mon ancien appart. Et on s'est trop bien entendu et tout. Et il m'a dit, écoute, je suis chaud de t'aider voilà, qu'on gratte un peu parce que il y a grave de trucs à faire en fait. Mm. Et en fait, j'arrive avec mes 6 maquettes et en fait, on était en studio avec Dani et puis on a fait cette EP quoi. On a fait cette EP hyper vite. Moi, j'étais hyper à l'aise en studio, j'étais hyper à l'aise avec Dani, c'était hyper fluide sur la communication, sur notre vision des choses, etc. Il était hyper à l'écoute. Tu vois, alors je crois que lui, c'était une des premières fois où il produisait pour quelqu'un. Et moi, c'était la première fois où je travaillais avec quelqu'un, forcément. Donc, en fait, c'était hyper simple. C'est trop bien. Et après, bah, pareil, j'ai eu le contact avec Perceval Carré qui a fait mon mix et qui fait toujours mes mix d'ailleurs. Et en fait, bah, on a fait cette EP et qui est, enfin, je trouve qu'il est super bien fini et j'en suis trop fière encore pour un premier EP, quoi. Qui s'est fait comme ça, bah, qui est sorti de nulle part en fait. Tu vois, jamais je me suis dit, bah, je vais faire un projet de musique en fait. Ouais, on, Donc voilà, c'est on rejoint ce que tu disais une tout à l'heure, histoire. en fait. Les chemins de vie, tout ça. Ouais, c'est ça. Et j'adore ça et je fais trop confiance à tout ça. C'est pour ça que j'aime bien foncer dedans, quoi. Quand on me dit, vas-y, on fait un EP, je suis bon, ok, vas-y. Allons-y. Et pourquoi tu as choisi le nom de scène Louvre? Parce que toi, ton prénom, c'est Maude. Ouais. Il y a, il y a plein de. Enfin, il y a surtout une raison, c'est que le collectif que j'ai monté en sortant d'école de théâtre s'appelle La Tendre Meute. Ouais. Et en fait, très vite, mon surnom, c'était la Louve. C'est oh la Louve, comme ça, tu vois, ça a été très rapide. Et enfin, moi, enfin, je m'associe beaucoup à cette image qu'a la Louve. C'est un truc à la fois très solitaire et très en meute. Moi, je suis tu vois, j'ai vraiment ma meute. Je suis hyper fidèle aux gens, tu vois, que ce soit mes amis, euh, ma famille, tu vois, je pourrais. Enfin, c'est des choses très importantes pour moi. Ouais, donc je pense que ouais, il y a un truc qui me correspond vachement avec ça. Puis moi, j'ai un côté très instinctif, animal, je pense.
Ouais. Et je m'y retrouve énormément. C'est aussi c'est des images, tu vois, le loup, c'est un peu des animaux, ça fait partie ça, c'est un animal totem, tu vois, voilà, il y a un truc un peu mystique, un peu chamanique, que j'adore. Donc, ouais, il y a beaucoup d'aspects, sur l'eau où il y a un truc très féminin aussi, très Mm. sexy. Donc, ouais, il y a un peu tous ces aspects où je me reconnais et juste une évidence. C'était juste une évidence d'appeler le projet comme ça. Et de manière générale, comment est-ce que tu travailles un morceau, d'abord l'écriture ou la compo? Alors, je pense que ça part de l'écriture parce que j'écris tout le temps, Mm. tout le temps, tout le temps. J'écris sur mon iPhone, j'ai toutes mes notes, j'ai Loop 1, Loop 2, Loop 3, et avec les dates, etc., pour que je me rappelle un peu de quoi j'ai parlé de ça, etc. J'ai mon dictaphone aussi, souvent qui me sert quand je m'endors. Je m'endors, j'ai des idées de texte qui me viennent. En fait, vu que je suis à moitié endormie, bah, et que, en fait, à chaque fois, tu te dis, ouais, je vais m'en rappeler demain. Je t'en Non. rappelle jamais. Donc, en fait, j'ai le dictaphone, tu sais, qui est mis dans mes raccourcis, Mm. iPhone, là. Et donc, j'ai juste à baisser, tu vois, le doigt sur l'écran et en fait, j'arrive dessus et du coup, je m'enregistre. En fait, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis en scooter aussi, dans Paris et, j'ai beaucoup de choses qui me viennent ou des mélodies qui me viennent à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que tu penses à autre chose, j'en sais rien. Donc, pareil, j'ai mon dictaphone, pour ça. Donc, je pense que l'écriture commence peut-être pas sur la compo, mais en tout cas sur déjà les inspirations et les idées, sur lesquelles je veux aller. Ouais. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est que donc, je bosse avec Dany Terreur, et souvent, je vais en studio et, j'ai pas vraiment d'idée enfin, j'ai pas d'idée officiellement. J'ai pas mis de mots là-dessus, et en fait, j'arrive avec Dany et on parle, et je dis, bah voilà, j'ai ça, j'ai ces mélodies, ou j'ai ces deux, trois accords, j'ai cette chanson qui m'a inspirée, j'ai ce film qui m'a inspiré, j'ai cette image qui m'inspire. Et en fait, on commence comme ça tous les deux. C'est pour ça qu'on est vraiment en co-compo aussi, c'est que, enfin, en tout cas, sur l'instru, parce qu'après, les textes et les mélodies, c'est vraiment que moi. Mm. Et après, vraiment, moi, je pars de ça, tu vois, on a deux, trois accords, on a vraiment une base. Et après, moi, j'ai besoin de rebosser toute seule. Et je travaille beaucoup, beaucoup avec la voix et les mélodies qui sont vraiment un travail, hyper important pour moi. Et après, j'ai mes mélodies, enfin, mes premières mélodies, j'ai mes premières armos, etc. Et je reviens en studio. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment un ping-pong. Et après, moi, le moment qui va me prendre le plus de temps, où j'ai vraiment l'impression d'être toute seule, c'est le moment où je vais vraiment poser les mots, poser les mélodies, vraiment acter. Parce que souvent, moi, j'ai beaucoup de mélodies en tête, etc. Mm. Et là, par exemple, bah, pour le deuxième EP, je suis partie, toute seule, je me suis fait une raison toute seule, sur les bords de la Loire, dans un village où il y avait, je sais pas, 8 habitants. J'ai rencontré deux personnes. J'ai parlé à deux personnes pendant 10 jours. Donc, le mec qui m'accueillait, qui avait le Airbnb, et le mec de l'épicerie. Et en fait, j'ai tout fini composé, là-bas en 8-10 jours. Ah ouais. Donc, ouais, et après, je suis retournée en studio. J'ai dit à Dany, là, ça boue. S'il te plaît, dis-moi que t'as quelques jours de studio. On a bossé ensemble, et on a fini ça, je crois, franchement, en 15 jours, quoi. Et j'ai appelé Perceval, je lui ai dit, s'il te plaît, Perceval, dis-moi que tu as une semaine là pour le mix. Pareil, on a tout fini. Et, ça s'est fait hyper vite. Franchement, en 3 mois, c'était terminé, quoi. T'es efficace, hein. Bah, en fait, quand ça bout, quoi. Ouais. En fait, quand je sais où je veux aller, en fait, je pense que moi, j'ai le process un peu inconscient qui se passe dans ma tête. Tu vois, il y a eu toute la tournée, etc., où je pense que ça m'a aussi permis de désirer ce truc, Mm. de vouloir écrire, etc., parce que j'avais pas le temps, où j'étais très fatiguée. Donc vraiment, j'avais ce désir de recommencer à écrire, de recommencer à travailler, etc. Après, j'ai eu vraiment 1 mois et demi, 2 mois où bah, j'ai eu besoin de me reposer, en fait, enfin, la tournée, elle a été épuisante. J'ai eu besoin de revoir ma famille, j'ai eu besoin de me ressourcer, de revoir mes amis, etc. Donc, je pense que ça a duré, ouais, un bon mois et demi, 2 mois. Mm. Après, j'ai eu ce mois où, bah, à Paris, j'arrivais pas à composer. Je crois que je suis partie beaucoup à Marseille, voir ma sœur, etc. Et après, bah, c'était, en avril, 2023. Ouais. Ouais, du coup, 2023, ouais, c'est ça, hein. Ouais, 2023. Et je suis partie, au bord de la Loire, et j'ai fait ça, et je suis revenue, et en juin, j'étais en studio, et, j'ai fini, ouais, studio, en juin.
j'ai tourné mon premier clip quasiment en même temps. Ouais. Et j'ai sorti mi-juin, je le mens. Et c'est ça. Hein. Ouais, c'est fait hyper vite. Voilà. Oui, Donc voilà le processus. Oui, en fait, c'est le processus de ton dernier EP qui s'appelle Scorpio Vénus, qui est Ouais. sorti, ça y est, il y a quelques jours. Les 7 titres sont sortis. Pourquoi est-ce que tu as Ouais. choisi ce titre-là pour l'EP? Alors, c'est très, très simple. Donc, dans cette EP, il y a 7 morceaux. Donc, il y en a 6 qui font vraiment partie de cette trame d'histoire d'amour. Il y en a un qui est bonus, voilà, qui s'appelle La Lune. Mais ces 6 morceaux, en fait, c'est une histoire d'amour que j'ai vécue réellement. Et chacune de ces histoires d'amour a voilà, forcément son aspect différent, parce que c'est avec une personne différente. Voilà, et donc chaque personne amène d'autres choses, donc d'autres soucis, d'autres émotions, d'autres remises en question, etc. Et ça parle d'amour. Et moi, je sais que l'amour, je fonce dedans à fond. Je suis très passionnée, quel que soit le niveau de l'amour. Hein, je peux ne pas être amoureuse de la personne, mais vraiment, j'aime vivre les choses à fond. Ouais. Et en fait, donc je sais pas si tu t'y connais un peu en astrologie, mais chaque personne, toi, moi, chaque personne a un thème astral, ça s'appelle un thème astral. Et un thème astral, ça correspond à plusieurs planètes. Toutes ces planètes correspondent à un aspect de la vie. Et chacune de ces planètes est associée à un signe astrologique. Donc la planète Vénus correspond grossièrement à comment à l'amour et à la créativité. Okay. Et moi, ma planète Vénus, elle est associée au signe du Scorpion, qui est un signe très intense, très passionné, très pas deep, tu vois, mais très profond, etc. Et en fait, donc Scorpio-Vénus, du coup, donc qui fait partie d'une des lignes de mon thème astral. Pour moi, c'était une évidence que l'EP allait s'appeler comme ça. Et d'ailleurs, j'avais déjà le nom de l'EP avant même d'avoir écrit mes morceaux, parce que je savais que je voulais parler de ça. Et je savais que la trame, ça allait être ça. Ouais. Et même si je déteste parler en termes de concept, etc., et que c'était pas du tout... je me suis pas du tout dit, ouais, je vais faire un concept où je vais parler de toutes mes histoires d'amour. C'était juste logique. Et ouais, j'avais ce nom-là et je trouvais ça super beau. J'aimais bien le fait qu'il y a un mélange, bon, même si Vénus en anglais ça se dit Vénus aussi, mais tu vois, j'ai mis l'accent sur le E et j'aimais bien qu'il y ait ce mélange. Je trouve ça trop beau et évident et voilà. Bon, on en parle beaucoup de cette EP. Je te propose qu'on écoute le titre Brûle qui est dans l'EP et on en parle juste après. Grave. J'ai envie de sentir ta peau contre moi. J'ai envie de boire mon café avec toi. J'ai envie de raconter ma journée à toi. Ma première chanson d'amour, elle est pour toi. Quand je suis avec toi, j'ai plus peur de moi. Je ne pars plus, crois-moi. Ne réfléchis pas. Mes lumières, ça
C'était Brûle de Louve, issu de son EP Scorpio Vénus, un titre où on entend un peu, presque, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a quelque chose de Lana Del Rey à certains moments quand même. Ah, merci. Ça fait plaisir. Ça C'était fait une plaisir. inspiration ou pas du tout? Alors, une inspiration, j'en sais rien, mais j'écoute tout le temps Lana Del Rey, donc comme beaucoup de gens, je pense. Ouais. Mais ouais, du coup, je pense que bah c'est forcément ce que t'écoutes, je pense que ça t'inspire et ça t'amène à des choses, ouais. Donc que tu me dis ça, forcément, je suis très très contente. Tu nous as parlé de la manière dont cette EP est née, mais est-ce qu'il y a un titre qui t'a demandé un peu plus de travail, que ce soit dans la compo, dans l'écriture ou dans autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses en plus de l'écriture et de la compo. Ouais, je pense que c'est le morceau Vénus. Mm. Euh, C'était le dernier, c'est le dernier sur lequel j'ai travaillé. Parce qu'en fait, quand je bosse sur mes morceaux, je peux passer de l'un à l'autre. Tu vois, l'un et l'autre vont me nourrir, etc. Et c'est vrai que Vénus, j'ai un peu bloqué et j'avais peur de... Je pense que c'est parce que c'était le dernier aussi. Et je me suis dit, il faut absolument que voilà, ça change un peu, etc., que ça aille dans un autre truc. Et c'est vrai que j'ai eu ce refrain qui était hyper répétitif, avec ce truc de questions-réponses. Mm. Et je me disais, non, mais c'est nul. Je sais pas. Et du coup, j'ai beaucoup bloqué. En plus, j'avais 3 couplets. Et je me disais, c'est super long. Mais en même temps, je peux pas en enlever un parce qu'en fait, ça raconte. Enfin, ils vont ensemble, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup buggé là-dessus. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais le faire écouter. En fait, je l'ai fait écouter à mon meilleur pote Romain qui fait pas du tout de la musique, il est journaliste. Enfin, et en fait, il m'a dit, j'adore, c'est bon, je l'ai trop en tête, c'est quand que tu le sors, etc. Et il commence à me le chanter, il adore m'envoyer des notes vocales où il me fait mes bacs et tout. Enfin, c'est très, très drôle. Et en fait, ça m'a trop. Je me suis dit, ah non, mais ok, en fait, c'est cool, c'est vrai d'avoir un truc redondant en tête, etc. Et c'est vrai que je travaille pas souvent comme ça. Il m'a dit, non, mais c'est trop bien, j'aurais l'écouter tout le temps. Et en fait, de là, ça m'a redonné une petite confiance et je l'ai terminé. Mais c'est vrai que c'est celui sur lequel ça a été plus dur. Mais ouais, je pense que c'était parce que c'était le dernier sur lequel j'avais travaillé. Je me mettais la pression pour que ce soit vraiment bah, que chaque morceau ait son identité, etc. Ouais. Donc ouais, c'était celui-là. Et c'est vrai que tu vois, j'évoquais Lana Del Rey en parlant de Brûle, et pour le Ouais, coup, Vénus, je ne l'avais pas encore écouté, mais quand j'ai vu le titre, ouais. j'ai eu tout de suite le titre en tête de Lady Gaga. Je sais pas si tu la connais, cette chanson. Non, ça s'appelle Vénus? Ouais. Ah ouais, non, j'ai réécouté du coup. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est génial. Bon, après, la manière d'amener les choses est complètement différente, forcément, d'une artiste à l'autre, mais du coup, Ouais. Ah voilà, ouais, trop bien, j'ai réécouté, non, pourtant j'adore Lady Gaga, donc très bonne influence. Très bonne. ah ouais, j'adore. Quand j'ai écouté l'EP, j'ai été aussi très interpellée par le titre Chérie, Ouais, notamment par le titre, enfin, pas notamment, mais en plus avec le clip, parce que c'est un clip que tu as aussi ouais, réalisé, forcément. ouais, ouais. Comment est-ce que tu choisis quel titre tu as envie de clipper et pas un autre? Euh, Franchement, je choisis pas, je crois, parce que je choisis pas, enfin, franchement, on dirait comme ça que je prévois beaucoup de trucs et on me dit souvent, ouais, ta com, elle est trop bien, ton market, il est trop bien. Tu vois, même là, le truc que j'avais fait pour les covers, on en parlera peut-être plus tard, fait pour la boule noire et pour le choix de la première partie, tout ça. En Ouais. fait, je réfléchis pas. C'est vraiment, c'est un jour, je vais me lever, je vais faire, ah, j'ai trop envie de faire ça. Et en fait, je le fais. Et voilà, c'est tout. En fait, je suis vraiment mes guts, tu vois, mais genre, je suis vraiment ce qui se passe dans mon corps, dans mes intuitions et tout. Et en fait, je me dis, bah, en fait, j'ai envie de faire ça, ça me boue là, j'ai envie de faire ça, bon, vas-y, let's go. Et franchement, c'est tout. C'est tout. Et là, pour l'EP, eh ben, en fait, j'ai clairement, ils sont pas tous sortis, mais j'ai tout clippé. Ah ouais? J'ai tout clippé. Après, il y en a que enfin, il y en a, là, j'en ai clippé un il y a 2 semaines. Il y en a un autre que je vais clipper là dans le mois qui arrive. Ouais. Mais en fait,
Et c'est pour ça par exemple, pour Scorpio Vénus, j'ai sorti les morceaux un par un. Mm. Alors, pas pour une strat, parce qu'après, j'ai appris ça. On m'a dit c'est une strat géniale pour l'algorithme Spotify, etc. Je là, trop bien. Je savais pas. Moi, j'avais juste envie de tous les défendre un par un, parce que clairement, moi, Spotify, je suis pas distribuée, je suis rien. Donc, en fait, je m'attendais même pas à avoir une playlist ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste, en fait, je veux juste les sortir un par un et pouvoir les défendre chacun. Et en fait, du coup, ça paraissait logique dans la suite des choses de vouloir les clipper aussi, de vouloir accompagner ça d'une extension visuelle de tout ça. Donc, non, je choisis pas ce que je veux clipper. Et ça reste comme ça. Et tu vas sortir les autres clips ou pas? Bien sûr. Trop bien. Bien sûr, bien sûr. Là, le dernier que j'ai clippé, c'est pour le morceau Laisse-moi. Mm. Et il va sortir très, très vite, normalement. En plus, Genre, la semaine prochaine. très très vite donc. Ouais. Et en plus de réaliser tes clips, d'être auteur, compositrice, t'es aussi ta productrice. Oui. Comment est-ce que tu arrives à gérer ces multiples casquettes? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je pense que c'est grâce à la chose qui m'anime. Enfin, ça peut paraître hyper cucu de dire ça, mais je suis passionnée, quoi. Ouais. Je suis passionnée et j'ai des choses à dire et je pense que c'est un mot qui vient souvent, qui arrive souvent. Je l'ai peut-être dit 50 fois sur le podcast, mais c'est à bout, en fait. J'ai juste, c'est un besoin, donc en fait, je me donne les moyens de le faire et même pour trouver des financements, je travaille à côté, j'économise pour ça et en fait, je donne tout là-dessus. Et après, j'ai la chance d'avoir oui, des personnes qui ont suivi le projet, qui ont travaillé avec des mini tarots ou bénévolement et qui ont suivi et qui font la force du projet là, tu vois, et que j'ai envie de suivre, j'ai envie de continuer à bosser avec eux, les jours où je signe en label ou je signe n'importe où et voilà, ouais, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont accompagné et qui m'ont donné des coups de pouce ou qui m'ont aidé, voilà. Donc ouais, c'est juste la niaque, la passion et l'envie de s'exprimer, ouais. On a beaucoup parlé du studio, mais il y a aussi la scène. Forcément, une fois que on fait un projet, on a envie qu'il vive sur scène. Et justement, tu l'évoquais, Mm. tu fais la boule Mm, noire le 7 février et la date ouais, affiche complet. ouais, un mois avant. Je suis trop fière. Je suis trop, trop fière. Ouais, franchement, j'ai lancé ça. J'ai lancé ça en septembre. On parlait avec Romane, qui est mon attachée de presse, et on disait, ouais, vas-y, c'est cool de faire une boule noire. Ouais. Je dis, bah ouais, mais on fait comment pour faire une boule noire? Et, juste, en fait, on a eu contact avec le programmateur de la boule noire, et en fait, ça s'est lancé comme ça, et j'ai produit cette et j'avais hyper peur. Je me suis dit, ça se trouve, c'est bon, il va y avoir 10 personnes. Horrible. Et pourquoi tu fais ça? Et en fait, franchement, enfin, j'y crois toujours pas, hein. Vraiment, j'y crois toujours pas d'avoir fait un complet, un complet, un tout petit. C'est pas exactement un mois parce que j'étais à 3 jours du un mois, même les 3 semaines et 5 jours. Complet, quoi. Et c'est dingue. C'est dingue. Surtout quand tu produis toi-même, enfin, c'est tellement stressant. Enfin, j'ai investi beaucoup d'argent dedans. Oui. Et t'as pas que la location de la salle, quoi. Tu payes ton studio de répète, tu payes ta résidence, tu payes une partie du matériel, tu payes tes musiciens en cachet parce que tu produis la date et que tu peux pas risquer de te prendre en contrôle. Enfin voilà, c'est dingue. Je suis trop contente. Et C'est une fierté, quoi. comment est-ce que tu prépares cette date? Alors il y a tout l'aspect prod. Mm. Et tu vois, ça fait partie des personnes qui m'aident beaucoup. C'est Loïc Leclerc qui m'aide. En gros, lui, il travaille chez Talent Boutique, qui est une agence de booking. Et du coup, il s'y connaît bien, hein.
Et il m'a vraiment, on est vraiment en duo sur cette prod. Donc lui, il a plus le truc de, bah, il connaît très bien les aspects de comment ça se passe en fait. Et bah, t'as tellement de trucs, franchement, j'ai tellement de trucs à préparer au niveau de juste la prod. Donc ça a été beaucoup d'appels, ça a été beaucoup de réunions, ça a été plein de choses. Après, il y a toute la partie bah, artistique Mm. qu'on peut appeler aussi marketing. Hein, pour moi, qui est pas, enfin, j'aime pas appeler ça du market, c'est juste bah, encore une fois, des extensions et des moyens de communiquer et des moyens de s'exprimer dessus. Mais tu vois, j'ai fait un petit teaser pour la boule noire et bah, ensuite il y a eu ce truc où je me dis ah mais tiens, je vais prendre qui en première partie. Et en fait, j'ai posté ça, par exemple, par hasard sur TikTok. J'ai genre 1000 abonnés, c'est nul, tu vois. Et j'ai mis une vidéo d'un extrait de moi au Louvre Party. C'est une soirée que j'organise au banc. Et je mets une vidéo comme ça et je mets, tu sais, en petit texte, oui, je cherche une première partie, envoyez-moi vos profils. Et en fait, j'ai reçu tellement de profils. Et en fait, il y a une des artistes qui me tag sur Insta et qui me fait une petite vidéo trop mignonne en disant oui, j'aimerais bien faire la première partie de Louvre, machin. Et là, je me dis, oh, mais attends, s'ils sont autant à vouloir faire la première partie, je vais jamais pouvoir choisir comme ça. Ouais. Et je lance un truc sur Insta et je leur dis, bah, en fait, les gars, franchement, si vous êtes chaud, faites une cover. Vous choisissez un de mes morceaux, faites une cover. Et tu sais, tu lances ce genre de truc et tu te dis, mais il n'y a jamais personne qui va suivre. Jamais, ça va juste être un flop, ça va être la honte et tout. Mais bon, je le fais quand même. Mm. Et en fait, j'ai reçu tellement de covers. Et ça a fait un énorme buzz. Enfin, un buzz, c'est nul ce mot, mais ça a été super viral en fait. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'étais tellement touchée de. Franchement, pour être très sincère, les premières covers que j'ai reçues, et même d'autres qui m'ont énormément touchée, mais les premières covers que j'ai reçues, j'ai pleuré. Franchement, c'était dingue de voir d'autres artistes qui ont en fait juste pris du temps pour travailler tes morceaux en fait au piano, de les interpréter, de prendre tes mots en fait et c'était dingue. Mm. Et tu vois, c'est pareil, je te disais, je travaille jamais sur le marketing, etc. Moi, je me suis pris un message sur Insta, ouais, franchement, t'abuses de te servir d'autres artistes pour tout juste pour faire connaître tes morceaux, etc. Je dis, mais en fait, alors oui, du coup, si tu veux, c'est devenu du market. Mais moi, j'ai jamais pensé à ça. Mais vraiment, ça va pas effleurer mon esprit, en fait. Mm. Juste, en fait, j'ai reçu une vidéo d'une artiste. Je me suis dit, tiens, bah, ça peut être cool de faire ça. Et voilà, c'est tout. Et, euh, et voilà, du coup, voilà, ça faisait partie de toutes ces préparations de la boule noire. Et voilà, et là, je suis plus là, je commence à être plus sur la partie musicale. Du coup, je suis Ouais. en train de, pour travailler, bah, comment je veux former mon live, en fait, quelle va être la setlist, par quel morceau je veux commencer. Je veux faire il y aura des petites surprises vidéo, donc il y a tout un travail de montage que je suis en train de faire, de vidéos d'archives que je suis en train de récupérer, mais que je veux absolument faire moi-même. Bah, toute la création lumière, toute la création de temps en écran à la boule noire, donc toute cette création-là de visuels. Et puis voilà, et puis je vais faire 3 jours de résidence, c'est très peu, mais on ne pouvait Mm. pas faire plus avec mes musiciens, mes musiciennes, et puis après la vidéo. Hein. Donc c'est beaucoup de choses. Et il y a le merch aussi que je fais moi-même avec Gabrielle Rull, qui est une peintre qui m'aide. Enfin, qui m'aide, on est vraiment en duo Ouais. là-dessus. Donc voilà, c'est une journée bien remplie. Tu ne t'ennuies jamais. Non. Et après la boule noire, est-ce qu'il y a une scène que tu rêverais de faire? Euh, oui, forcément. Après, il y a des étapes, je pense. Mm. Euh, Après, je suis déjà très contente parce que, en gros, j'ai 3 salles que j'aime trop et qui étaient un peu des goals. Donc, il y avait la boule noire, number one. Ouais. Enfin, dans le niveau, dans les levels. Donc, t'as la boule noire. Ouais. Après, mon autre salle que j'aimerais trop faire, c'est la maroquinerie, Ouais. c'est dans le 20e, c'est dans mon quartier. Cette salle, je l'aime trop. J'ai vu des amis jouer là-bas. J'ai vu des groupes que j'adore. J'y vais très souvent. Et c'est une belle salle, tu vois. Il y a un truc. Oui.
que j'adore. Et la troisième salle, qui est quand même un niveau, quand même, tu triples hein, le niveau, c'est la Cigale. Ah, elle est incroyable cette salle. Elle est incroyable et c'est vraiment mes trois salles préférées. C'est toujours un kiff d'aller voir des artistes là-bas. Mm. Donc déjà, la Boule Noire, c'est bon, c'est pas encore fait, mais c'est validé. Donc ouais, pourquoi pas après une Maroc. On verra, j'aurais peut-être besoin de tourneurs hein, pour m'aider parce que je sais pas si je me sens d'autoproduire une maroquinerie. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est déjà que la boule noire, c'est quand même costaud. La maroquinerie, c'est encore plus. Et... Ouais, ça commence Ouais. à être beaucoup. Ouais. Et dans cette EP aussi, il y a un titre que tu qualifies de bonus. Ouais. Parce que celui-là, il parle pas d'amour, en tout cas pas de tes relations amoureuses, Non, ouais. parce qu'il parle de ton papa. Ouais. Et on découvre finalement ta voix aussi d'une autre manière, parce qu'elle elle est simplement accompagnée d'une guitare. Ouais, exactement. Ouais, ce morceau, ça fait longtemps que je l'ai en fait. Mm. Je l'avais écrit au premier confinement. C'était un ami avec qui j'étais. On était dans une maison de campagne en fait. Enfin, un ami avec qui j'étais qui est pas guitariste de profession, hein, mais il gratouille quoi. Et il faisait ces quelques morceaux là dans la cour et en fait j'entends ça et je suis dit mais mec viens avec moi. J'avais mon micro, j'avais ma carte son, j'avais mon ordi et je l'ai enregistré. J'ai enregistré vraiment dans la minute quoi. Et je dis est-ce que tu peux partir? Pareil hein, encore une fois ça boue là, il faut que je chante. Et en fait je me suis enregistrée vraiment en one shot. Ok. Et j'ai écrit, enfin j'ai écrit du coup non, parce que ça a été écrit en direct live quoi. Donc j'ai chanté ça vraiment en one shot. Et bon, moi c'est quelque chose qui m'habite énormément. Moi j'ai perdu mon père là ça fait 10 ans. Mm. Et c'est quelque chose bah, qui fait énormément partie de moi, qui est très très important pour moi. Ça a été une des décisions de mon voyage au Mexique aussi. Enfin tu vois, ça a pris beaucoup de... Enfin ouais, ça a fait partie aussi d'une évolution de mon projet, de mes émotions et tout. Et du coup, bah, je pense que bah, naturellement, j'ai écrit pour lui. Et en fait, j'ai fini d'enregistrer ça. Je me suis dit, waouh, euh, ok, je viens de chanter ça. Et en fait, tu vois, il y avait un mood très, tu sais, pendant le confinement, il y avait des trucs hyper bienveillants, on fait des live sessions, machin, tout le monde s'écoute, etc. Donc, j'ai pas eu, enfin, je pense que habituellement, j'aurais eu peur de balancer ça. Ouais. Et en fait, pareil, j'ai dit à mes potes, vraiment, je sortais de mon studio et j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut prendre mon iPhone, on se met en 4K, on va là sur le ponton et on fait une vidéo, quoi. Mm. Et on a fait une vidéo avec, tu vois, le son par-dessus, donc je chantais pour de vrai, mais j'ai mis la chanson enregistrée par-dessus. Oui. Je l'ai postée sur YouTube et en fait, j'ai eu des réactions de malades. Mm. Des messages, mais vraiment hyper bouleversants et tout, de personnes qui avaient capté le truc, en fait, parce que j'ai pas du tout expliqué, oui, voilà. Moi, j'aime pas être dans le drama et tout, j'ai pas dit, voilà, c'est mon père, nan. Et en fait, bah, ça a juste parlé à des personnes pour qui ça a résonné, je pense. Mm. Et en fait, du coup, j'avais ce morceau-là depuis longtemps et j'étais pas prête du tout à le sortir sur les plateformes. Et pourtant, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient, s'il te plaît, sors-le et tout. Je me bute à ta live session sur YouTube, mais s'il te plaît, quoi, j'ai envie de l'avoir dans le playlist et tout. Et en fait, là, vraiment, c'était, tu vois, le P, là, il est sorti le 19. Et je pense que j'ai appelé Dany Ferrer Ouais. il y a un mois. Et j'ai dit, Dany, en fait, vas-y, viens, on enregistre la lune, en fait. Et vas-y, let's go. Et j'ai dit, franchement, on fait ça brut. J'ai pas envie que cette chanson, elle est de... Je veux pas d'arrangement, je veux même pas qu'il y ait pas de traitement sur ma voix. Ce qui est le cas déjà habituellement, mais forcément, quand t'arranges, tu vois, tu Oui. traites la voix au mix et tout, je sais pas, t'enlèves les aigus, t'enlèves un peu de grave, enfin, tu fais forcément des choses, tu mets un peu de reverb, etc. Mais là, je lui dis vraiment, je veux qu'on fasse un one shot. Mm. Et on s'enregistre en même temps. T'es à la guitare, tu vas prendre ta guitare électrique, Dany, c'est un super guitariste. Et on est dans ton petit studio, là, dans le 10e, et on fait ça, quoi. Et, euh, et bah forcément, cette chanson, moi, elle me touche énormément. Donc, le fait de l'enregistrer en one shot, enfin, on a fait 2 enregistrements, je crois. Je crois qu'on a fait le premier. Bah, forcément, du coup, moi, je suis très, je sais pas si ça se dit émotionnée, enfin, il y a beaucoup d'émotions
quand je chante ce morceau à chaque fois, Ouais. et je sais pas si ça se ressent en tout cas dans le morceau, dans la musique qu'on a enregistré, mais en tout cas, il y a un truc hyper authentique, hyper brut. Et moi, je suis hyper fière et hyper honorée de pouvoir, tu vois, d'avoir en fait mis ce morceau sur l'EP. C'est comme un espèce de message d'amour, et tu vois, d'hommage que j'envoie à mon papa, tu vois. Et c'est du coup, ouais, je suis hyper, c'est hyper important ce morceau-là, ouais. Et je suis très contente de l'avoir sorti. Est-ce que celles et ceux qui vont venir à la boule noire vont pouvoir l'écouter en live? Ouais, bien sûr. Et ça, j'ai déjà joué en live. Mhm. C'est toujours un moment très particulier ce qui se passe sur cette chanson. Euh, je sais pas, mais à chaque fois, il y a un truc hyper intime qui se passe. Il y a des gens qui pleurent et tout. Enfin, je sais pas, mais tu sais, c'est pas triste. Enfin, c'est un truc hyper juste. On est tous hyper à l'écoute et donc évidemment que je vais la jouer. Évidemment que je vais la jouer à la boule noire. J'aime bien terminer ce podcast par une question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Maud qui a, qui a juste 6 ans et qui rentre au conservatoire si tu pouvais lui parler? Non. Je trouve ça hyper émouvant à chaque fois de penser à ça. Euh, Franchement, j'avais pas confiance en moi quand j'étais petite. Tu vois, il y avait ce truc. Ouais, tu vois, enfin, c'est trop con. Je sais pas si je crois que je l'ai jamais dit, même à personne. Tu vois, quand j'étais petite, on me disait tout le temps ah, qu'est-ce que t'es belle. Et c'était insupportable. Hmm. Et tu vois, du coup, j'avais l'impression que je valais rien d'autre que ça, en fait. Et du coup, j'avais vraiment pas confiance en moi de façon intellectuelle et par rapport à ce que je faisais même au conservatoire et tout. Et donc, j'ai envie de lui dire à cette petite fille de d'avoir confiance en elle beaucoup plus et de pas écouter ce que les autres lui disent. Et que ouais, même si tu viens de nulle part, que t'as personne dans la musique, etc., que c'est ton rêve et que tu le sais très bien que t'as envie d'être sur scène, et ça, je le sais depuis que je suis toute petite, mais d'y aller à fond et de travailler et ouais, de croire plus en toi, quoi, parce que, et plus tôt, quoi, et que le travail paye et que ça va aller, et que la vie, c'est cool. Voilà. Bah, merci Louf d'avoir été à mes côtés pour ce Quand la musique est bonne. Avec grand plaisir. Alors, on te retrouve sur tous tes réseaux sociaux, Ultra Louf. Ouais. Et on a parlé de certains titres de ton EP quand on en a écouté un. Bah, je te Ouais. propose qu'on se quitte avec un titre de ton EP que je te laisse choisir et que je te laisse même annoncer. Ok. On a déjà écouté Brûle. Mm. Je propose qu'on écoute Chavire. Ben, on Et écoute. Chavire, c'est une histoire d'amour qui ne se passe pas. Donc, c'est une histoire très mélancolique et nostalgique. Voilà. Et ben, on écoute tout de suite Chavire. Merci beaucoup, Louf. Avec plaisir. À très vite. À bientôt. Ultra